One of Israel's most renowned former intelligence agents, Rafi Eitan, den NS-Verbrechers Adolf Eichmann befehligte, ist tot. Le chef de l'opération de capture d'Adolf Eichmann au début des années 60 s'est éteint à l'âge de 92 ans. L'espion israélien Rafi Eitan est une star mondiale lorsque le 23 mars 2019, il meurt à Tel Aviv à l'âge de 92 ans. Le chef du commando du Mossad, les services secrets israéliens, qui en 1960 avait enlevé en Argentine le nazi Adolf Eichmann, a dans son pays la stature même d'un héros national. Rafi Eitan, à la fin de sa vie, était devenu une figure familière des Israéliens. Tout petit, des yeux malins perçant à travers des lunettes épaisses comme des culs de bouteille, il avait été blessé aux yeux en 1946 lors d'une opération contre l'armée britannique. L'ancien espion était également sourd, une autre blessure de guerre, due à une explosion alors qu'il posait des mines contre les Anglais. Seul avantage, le vieux monsieur retirait son appareil auditif quand les discussions lui paraissaient devenir ennuyeuses ou embarrassantes. Mais il ne se faisait pas prier pour raconter ses exploits passés, du moins ceux qu'il voulait bien raconter. Comme par exemple en 2011, quand le Mossad organise à Tel Aviv une exposition montrant les objets qui avaient servi à la capture d'Eichmann. The exhibition will see how with primitive. Dans l'exposition, vous pouvez voir comment, avec un équipement très primitif, nous avons pu mener à bien une telle opération. Aujourd'hui, sans téléphone ou ordinateur portable, sans satellite, sans GPS, nous n'en serions pas capables. La capture d'Eichmann en 1960 n'est qu'un épisode de sa longue carrière. Des missions audacieuses et dangereuses, ce vieux briscard du Mossad en avait vu d'autres et en accomplira bien d'autres. Plusieurs centaines, dit-on. On en connaît quelques-unes, révélées au fil des décennies par les spécialistes du renseignement, mais la plupart sont encore inconnues à ce jour. Certaines, pas très morales, dirons-nous, le resteront sans doute longtemps. En 2018, un journaliste d'investigation israélien, Ronen Bergman, affirme dans un livre que depuis la Seconde Guerre mondiale, je cite, « Israël a eu davantage recours aux meurtres et aux assassinats ciblés que tout autre pays occidental. » Il avance le chiffre de 2700 assassinats ciblés, réussis ou non, tout en rappelant le dilemme permanent vécu par les autorités israéliennes, tiraillées, je cite, entre les principes fondamentaux de la démocratie et l'instinct d'autodéfense du pays. Quelle est la part de Rafi Eitan dans ce chiffre macabre? Difficile de le savoir. Mais l'espion, réputé pour son sang-froid, reconnaissait sans état d'âme qu'il exerçait un métier de voyou. Tout travail de renseignement implique une collaboration avec le crime. La morale n'a rien à voir là-dedans. C'est avec la même décontraction que Rafi Eitan racontera un de ses nombreux crimes. Dans l'excellent documentaire Mossad, l'histoire secrète d'Israël de Christoph Weidman, il révèle par exemple comment il a enlevé un agent double qui travaillait pour l'Égypte. Dès que nous l'avons appris, nous l'avons localisé en usant d'un subterfuge. Nous l'avons embarqué dans une voiture à Paris, puis dans un avion pour Israël. On lui a administré un sédatif et il en est mort. Et après? C'était la panique? Pas du tout. Je ne me rappelle pas avoir jamais paniqué au cours de mes années de service au Mossad. Qu'avez-vous fait du corps? Ce qu'on a fait du corps, il a été jeté à la mer à la fin de la journée.
Vous avez ouvert la porte de l'avion et vous l'avez jeté à l'eau. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que par son exceptionnelle longévité et par les événements qu'il a croisés dans sa vie, la carrière d'agent secret de Rafi Eitan est intimement liée à l'histoire de l'État d'Israël. Une histoire commencée pour Rafi quand il était enfant, bien avant la naissance de l'État en 1948. Autrefois chez nous, le samedi soir, à la tombée de la nuit, la fiancée, le Shabbat, s'en allait. Et nous lui chantions cette mélodie pour accompagner son départ. Rafi Eitan est né en 1926 dans un kibboutz en Palestine, qui est encore un territoire placé sous mandat britannique. Ses parents, des juifs d'origine russe qui ont immigré 3 ans plus tôt, sont des sionistes convaincus. Ils ont troqué leur nom européen Huntman pour celui d'Eitan et ne parlent qu'hébreu à leurs enfants. Un jour, la mère de Rafi l'emmène au cinéma du village. Au programme ce soir-là, un film anglais qui parle d'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Peut-être Secret Agent d'Alfred Hitchcock avec John Gielgud et Peter Lorre, l'histoire ne le précise pas. En tout cas, quand il sort du cinéma, le jeune Rafi est bouleversé. « Maman, c'est ça que je veux faire quand je serai grand, espion. » Mais Rafi n'attendra pas de devenir grand pour s'engager dans le sionisme. À 12 ans, à l'âge où d'autres gamins font foot ou piscine, lui, à côté de l'école, s'engage dans la Haganah, l'organisation paramilitaire semi-officielle créée en 1920 pour défendre les communautés juives contre d'éventuelles attaques arabes. Sur une colline dénudée, rocailleuse, isolée en pleine région aride, s'est installé un camp militaire massé au pied du mât central du camp pour prêter serment de fidélité à la Haganah. Chemise kaki, les gradés ne se distinguent que par des brassards de couleur. Lentement, le nouveau drapeau sioniste, bleu et blanc, marqué de l'étoile bleue, monte au haut du mât. Et c'est le début de la cérémonie de la prestation de serment. Nous jurons de servir fidèlement la Haganah et d'obéir en toutes circonstances à ses chefs. Rafi Eitan racontera plus tard comment dans les années 30, au milieu des orangers, lui aussi, avec d'autres jeunes de la Haganah, il avait prêté serment au sionisme. Entraînement militaire, apprentissage du tir, la Haganah, dès les années 30, se dote aussi d'un service de renseignement très performant. Préfiguration du Mossad. Beaucoup de futures personnalités de l'espionnage israélien y apprendront le métier. Dans les années 40, Rafi Eitan rejoint le Palmach, le commando d'élite de la Haganah, où il fait la connaissance d'Yitzhak Rabin, futur Premier ministre. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que de plus en plus de Juifs d'Europe cherchent à immigrer en Palestine et à contourner les quotas imposés par les Britanniques, soucieux de leurs engagements à l'égard des populations locales, les groupes clandestins juifs mènent une intense guérilla, à la fois contre les Anglais et contre les Arabes, avec une surenchère dans la violence. 200 000 juifs sont contrôlés par 2 divisions de l'armée britannique et la police de Palestine. 25 000 personnes sont interrogées tous les jours. Les troupes anglaises sont à la recherche des célèbres combattants du Irgun et du groupe Stern, soupçonnés d'avoir fait exploser l'hôtel du roi David à Jérusalem. Rafi Eitan participe aux actions commando visant à faire entrer clandestinement des Juifs en Palestine. À Haïfa, il fait exploser la station radar du Mont Carmel qui permettait aux Britanniques de surveiller les bateaux entrant dans le port. Pour atteindre la station radar sans être vu, Rafi n'avait pas hésité à passer par les égouts, ce qui lui avait laissé sur le corps une odeur pour le moins nauséabonde, mais aussi un surnom qui lui collera à la peau toute sa vie, Rafi le puant.
En 1947, autre opération audacieuse, Rafi réussit à libérer des migrants juifs du camp d'internement anglais d'Atlit. Blessé en posant une mine, Rafi en restera sourd à vie de l'oreille droite. Le 15 mai 1948, il est en plein combat avec l'armée libanaise quand soudain... Au milieu de la bataille, l'opérateur radio m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Merci beaucoup, je lui ai répondu. Et je suis retourné me battre. Nous étions trop occupés pour faire la fête. Ce que l'opérateur venait d'entendre à la radio, c'était le discours historique de David Ben Gourion. En vertu de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création de l'État juif dans le pays d'Israël, qui portera le nom d'État d'Israël. Mais la naissance d'Israël relance immédiatement la guerre avec les pays arabes. Et Rafi Eitan, encore une fois, n'a pas le temps de faire la fête ou de se reposer. Lorsqu'en 1949, Israël remporte la victoire et qu'un semblant de paix s'installe, le jeune État juif sait qu'il devra vivre en alerte permanente et toujours savoir le plus tôt possible ce que l'ennemi prépare. D'où la place centrale donnée par Israël au renseignement. Une stratégie intégrée 5 sur 5 par Rafi Eitan, qui tout naturellement, en 1951, s'engage dans les services secrets. Voici comment il fut recruté par Isser Harel, alors directeur du Mossad. Nous étions assis au café. Isser a pointé du doigt le balcon de l'immeuble d'en face et il m'a dit « Je veux t'y voir ». J'ai répondu « Pas de problème ». Et je suis sorti. J'ai inspecté le bâtiment et j'ai décidé de grimper par la gouttière. J'étais mince et fort à l'époque. Je suis monté sur le balcon en moins de 2 et je lui ai fait signe de la main. Lorsque je suis redescendu, il m'a dit que j'étais admis. Rusé et athlétique, le petit Rafi Eitan l'est bien sûr. Mais de la vie générale, ce qui frappe chez lui, c'est sa capacité de sang-froid et d'improvisation quand les choses ne se passent pas comme prévu. Recruté en 1951, Rafi Eitan prendra en 1957 la tête des opérations du Mossad, où il restera jusqu'en 1972, participant à des centaines de missions secrètes. Mais la plus spectaculaire, celle qui lui donnera la consécration, c'est bien sûr la capture d'Adolf Eichmann en 1960. Ce collaborateur de Hitler, organisateur de la solution finale, co-responsable de l'extermination de 6 millions de Juifs, avait réussi à échapper au procès de Nuremberg en 1945 et s'était volatilisé. Sa femme déclarait à qui voulait l'entendre qu'il avait disparu, qu'il était sans doute décédé. En réalité, pendant 4 ans, Eichmann, sous un faux nom, a tenté de se faire oublier comme éleveur de poulets en Allemagne. Mais en 1950, se sentant menacé, il a réussi, grâce à des réseaux nazis et catholiques, à fuir en Argentine sous le nom de Ricardo Clement, bientôt rejoint par sa femme et ses 3 enfants. Mais en 1957, Fritz Bauer, un procureur allemand très impliqué dans la traque des anciens nazis, reçoit d'Argentine une lettre lui signalant la présence probable d'Adolf Eichmann à Buenos Aires. Au lieu d'adresser une demande d'extradition à l'Argentine, le juge préfère en informer directement les Israéliens. Quelle nouvelle pour le chef du Mossad de l'époque, Isser Harel. Nous étions absolument convaincus que dès que nous aurions entamé une démarche d'extradition, avant que le problème ne soit posé, Eichmann aurait disparu depuis longtemps. C'est pourquoi il n'y avait aucune autre alternative que d'agir de manière indépendante. Quant aux considérations d'ordre moral, il va sans dire que ce n'est pas exactement la voie appropriée, l'enlèvement d'une personne. Mais les crimes commis par Eichmann n'étaient non plus, si je puis dire,
des actes réguliers. Étant donné l'ampleur du crime, la solution de traduire Eichmann en justice dans le pays de ces hommes et femmes, enfants et vieillards, qu'il avait assassinés ou qu'il voulait assassiner, pouvait résoudre ce problème. Après quelques atermoiements, il est décidé au plus haut niveau de l'État d'envoyer un commando en Argentine pour enlever Eichmann et le ramener vivant afin qu'il soit jugé en Israël. Et c'est Rafi Eitan qui est désigné pour cette mission impossible à l'autre bout du monde, dans un pays hostile. L'Argentine, en effet, protège les nazis qui s'y cachent. Rafi sait qu'aucune clémence ne sera accordée à ses agents s'ils viennent à être repérés. Il sait aussi que la dimension politique, historique, exceptionnelle de cette mission lui interdit tout échec. En 1960, enfin, après 2 ans d'attente, Rafi Eitan reçoit le feu vert. L'homme repéré en Argentine, vivant rue Garibaldi à Buenos Aires, est bien Adolf Eichmann. L'opération se fera en mai. Il faut profiter des célébrations du 150e anniversaire de l'Argentine, auquel Israël, comme par hasard, a décidé de participer. Un vol spécial de la compagnie nationale El Al est affrété pour transporter la délégation officielle. Le commando et son précieux butin devront impérativement embarquer dans le vol du retour prévu le 21 mai à minuit. Le 1er mai 1960, Rafi Eitan et son commando atterrissent en ordre dispersé à Buenos Aires, sous de fausses identités bien sûr et munis de faux passeports. En tout, 10 hommes et une femme. Certains sont des rescapés de la Shoah. Ils rejoignent une des 7 planques qui ont été louées pour l'occasion. Le Mossad n'a pas lésiné sur les moyens, une douzaine de voitures également ont été louées. Pendant 3 jours, le commando surveille les habitudes d'Eichmann. Cet homme en apparence ordinaire, qui tous les soirs à la même heure, rentre de son travail en bus dans une banlieue triste de Buenos Aires. L'incroyable traque d'Eichmann a fait l'objet, on comprend, de nombreux films, notamment Opération Finale de Chris Weitz. Il est réglé comme une horloge. Tous les matins, il va travailler à l'usine Mercedes de González Catán. Même heure, même bus à l'aller et au retour. Pourquoi on le chope pas à l'usine? Trop risqué. Un seul témoin et on est mort. Et puis, quand il rentre chez lui, il fait nuit. Ce sera plus discret. Il y a des zones qui sont dans le noir? Il y a des lampadaires ici, ici et ici. Il y a une zone sombre de 5 mètres. Le soir, il devrait faire très noir. C'est là qu'on le prendra. « 10 mai, Rafi Eitan décide que l'enlèvement aura lieu le lendemain. Il est 20h le 11 mai 1960 quand la voiture du Mossad, avec à bord le chauffeur et 2 hommes, dont Rafi Eitan, attend l'arrivée du bus d'Eichmann près de sa maison où sa femme Vera l'attend comme chaque soir pour le dîner. Mais ce soir, il ne rentrera pas. Regardez. C'est notre homme. C'est bien lui. Démarre le moteur. Un momentito. Señor. Eichmann arrive à l'endroit prévu. L'un de mes collègues l'attrape avec un mouvement de jiu-jitsu. Nous venons l'aider comme c'était prévu. Moi, j'attrape la tête, un deuxième les pieds et un troisième le torse. Et on le tire vers la voiture. Moi, je suis sur la banquette arrière, la tête d'Eichmann sur mes genoux. Je le tiens, trouve la seringue. Un bruit et je te tue. L'enlèvement proprement dit a duré moins de 5 secondes. La voiture redémarre et rejoint la planque prévue pour Eichmann. On monte Eichmann dans la chambre qu'on lui avait préparée. On le déshabille complètement. Notre médecin vérifie ses dents pour voir s'il a une capsule de cyanure.
Ensuite, mon collègue Zvi lui demande en allemand « Comment tu t'appelles ?» Il répond « Je m'appelle Ricardo Clement. » Zvi insiste « C'est faux. Quel est ton matricule SS ?» Il finit par nous le donner. Et maintenant, quel est ton nom? Adolf Eichmann. Rafi Eitan fait attacher le prisonnier sur un lit où il demeure au silence pendant 10 heures. Le but, racontera l'espion, suscitait un sentiment de désespoir. L'équipe de Rafi Eitan passe ainsi 7 jours enfermés dans cet appartement en plein Buenos Aires, sans échanger un mot avec leurs prisonniers. Garder le silence était une nécessité opérationnelle. Nous ne voulions pas montrer à Eichmann à quel point nous étions nerveux. Ça lui aurait donné de l'espoir. Et l'espoir rend dangereux les hommes brisés. Je voulais qu'ils se sentent aussi impuissants que les miens quand ils les avaient envoyés par train entier vers les camps d'extermination. L'ancien nazi finit par signer une lettre par laquelle il accepte de se rendre en Israël pour y être jugé. 21 mai. C'est ce soir que doit décoller de Buenos Aires l'avion prévu pour le retour en Israël. Pas question de rater le vol. L'ultime difficulté, passer le contrôle militaire de l'aéroport avec le prisonnier. Mais le Mossad a tout prévu. Les agents vont se faire passer pour du personnel navigant. Ils endossent les uniformes de la compagnie El Al qu'ils avaient emportés, habillent de la même façon Adolf Eichmann, après lui avoir fait boire une bouteille entière de whisky. Lorsque la voiture arrive au contrôle de l'aéroport, Eichmann, maquillé et déguisé en steward, ronfle bruyamment sur la banquette arrière. La bagnole empestée comme une distillerie. À ce moment-là, on a tous mérité notre Oscar du Mossad. On a joué les Juifs incapables de tenir l'agneau l'Argentine. Les soldats se marraient tellement que c'est tout juste s'ils ont adressé un regard à Eichmann. C'est ainsi que le commando avec son prisonnier réussit à embarquer dans l'avion qui décolle comme prévu à minuit, direction Israël. Ainsi s'achève une des plus extraordinaires chasses à l'homme de l'histoire. Et le lendemain... La police israélienne vient de mettre la main sur l'un des plus grands criminels de la dernière guerre. Écoutez ce que nous dit de Jérusalem André Shemama. Les circonstances de la capture d'Adolf Eichmann, responsable du massacre de 6 millions de Juifs, sont encore mystérieuses et il semble que l'on ne saura pas de sitôt dans quelles conditions ni en quel lieu les services de sécurité israéliens ont pu s'emparer de lui. Mais pour l'instant, Adolf Eichmann s'est vu notifier par un juge israélien un mandat d'arrêt pour une durée de 14 jours. Monsieur le juge Yedidia Alevi, c'est vous qui avez délivré le mandat d'arrêt de l'ancien colonel SS. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quelles ont été ses réactions lors de cette formalité? Ses réactions ne se sont pas montrées sur son visage. Il était plutôt sous le coup de l'arrestation. Et il avait l'air plutôt calme et inquiet. La nouvelle fait le tour du monde. Elle est officialisée le 23 mai 1960 par le discours plein d'émotion de David Ben Gourion à la Knesset. Mais le Premier ministre israélien, à ce moment-là, se garde bien de revendiquer la responsabilité de cet enlèvement totalement illégal. Les forces de sécurité israéliennes ont découvert très récemment l'un des plus grands criminels de guerre nazis, Adolf Eichmann. L'homme qui a inventé et réalisé la solution définitive à la question juive, c'est-à-dire l'extermination de 6 millions de juifs européens. Adolf Eichmann sera bientôt jugé en Israël selon la juridiction prévue à l'encontre des nazis et de leurs collaborateurs. Pourriez-vous, Monsieur le Président, m'expliquer pourquoi le gouvernement israélien est toujours aussi secret sur les conditions de l'arrestation d'Eichmann? Le gouvernement ne sait que ce que les services de sécurité ont bien voulu dire. Le gouvernement donc ne sait pas tout ce que les services de sécurité savent. The government as such doesn't know. Moins d'un an plus tard, le 11 avril 1961, s'ouvre à Jérusalem le procès d'Adolf Eichmann, qui marquera une étape essentielle dans la prise de conscience mondiale du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le procès se termine le 15 décembre par la condamnation à mort d'Eichmann, qui est pendu dans la nuit du 31 mai 1962.
en présence de Rafi Eitan. Eichmann m'a regardé et il m'a dit « Ton tour viendra, Juif ». Je lui ai répondu « Pas aujourd'hui, Adolphe, pas aujourd'hui ». La minute suivante, la trappe s'est ouverte sous ses pieds. J'ai entendu le claquement sec de la corde qui se tendait. C'est un bruit qui m'a paru agréable. Rafi Eitan est satisfait, mais d'autres tâches attendent cet homme d'action. Une des plus spectaculaires sera l'opération appelée Damoclès. En 1962, le Mossad découvre que l'Égypte fait travailler les scientifiques allemands, la plupart d'anciens nazis, à la mise au point de missiles capables d'atteindre Israël. Il faut éliminer ces hommes, mais comment ? Rafi Eitan a alors une idée de génie, pourrait-on dire, mais qui montre à quel point l'adage « la fin justifie les moyens » s'applique mieux que tout à l'espionnage. Il suggère de recruter l'homme le plus improbable qui soit, celui que ses amis ne soupçonneront jamais de travailler pour Israël, un nazi, un ancien officier de la Waffen-SS très proche d'Hitler, réputé pour sa balafre au visage et sa férocité, Otto Skorzeny. Quand j'ai émis l'idée de recruter Otto Skorzeny, Yoske Yariv, un haut gradé du Mossad, a dit « Vous y arriverez quand les poules auront des dents ». Comment vous êtes-vous débrouillé pour enrôler un officier nazi si haut placé? L'idée était de libérer Skorzeny de la peur. Eichmann a été pendu. Aucun ex-nazi, où qu'il vive, ne savait s'il constituait une cible ou non. Vous lui avez promis la vie sauve? Quelque chose comme ça, oui. En 1962, Rafi Eitan rencontre Otto Skorzeny en Espagne où il se cache. L'information ne sera divulguée qu'en 2016. On ose imaginer l'étonnant tête-à-tête entre l'ancien nazi et l'homme qui a enlevé Eichmann. Mais les deux pragmatiques font affaire. Et comme prévu, grâce à l'intervention de Skorzeny, les savants allemands arrêteront leur collaboration avec l'Égypte, soit par intimidation, soit parce qu'ils sont morts. Dans d'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix? En 1945, dans un cinéma de Tel Aviv, Rafi Eitan, qui a alors 19 ans, découvre aux actualités filmées les images terrifiantes d'Hiroshima. Et il s'interroge. Et si Israël un jour devenait la cible d'une bombe atomique? Son pays serait rayé de la carte. Dans les années 50-60, une des obsessions secrètes de l'État d'Israël sera l'acquisition de l'arme nucléaire. Quoi qu'on dise, en 1963, Shimon Peres, futur président d'Israël, alors en charge au gouvernement du programme nucléaire israélien, il est interviewé ici par la télévision française. On dit que vous avez la bombe atomique. Oui, c'est pas sérieux. Qui dit une chose comme ça? Beaucoup de gens. Que la coopération franco-israélienne a porté entre parenthèses là-dessus. Non, malheureusement, c'est seulement une rumeur. Ça me passe, c'est pas vrai.
En réalité, Israël, depuis 1958, possède à Dimona, dans le désert du Negev, une centrale nucléaire. Officiellement, c'est une station de pompage d'eau. Mais pour fabriquer une bombe, il faut de l'uranium enrichi ou du plutonium. Or, un accord signé entre les puissances nucléaires les engage à ne jamais en fournir à aucun pays. Rafi Eitan s'emploie donc par tous les moyens à dénicher de l'uranium. Par exemple, en septembre 1968, l'espion se rend en personne aux États-Unis, à Apollo, une petite ville de Pennsylvanie, prospecter l'entreprise NUMEC, spécialisée dans le retraitement de matériaux radioactifs, dirigée par un certain Salman Shapiro, un Américain juif très attaché à Israël. Rafi et son équipe, qui se font passer pour des chercheurs de l'université de Tel Aviv, repartent finalement en Israël avec des conteneurs remplis officiellement de matériaux radioactifs utiles pour la pasteurisation des aliments et la stérilisation d'échantillons médicaux. À l'aéroport, les conteneurs ne seront même pas contrôlés par les agents du FBI, effrayés par l'étiquette « radioactif, dangereux ». Des affaires qui mettront du temps à faire surface. France Inter, le 25 octobre 1977. Aujourd'hui donc, 2 journalistes américains du magazine d'extrême gauche Rolling Stone accusent Israël de posséder un arsenal nucléaire clandestin. Elle s'est procurée illégalement de l'uranium enrichi aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne à partir de 1965. En France, un camion chargé d'uranium a été dérobé. Aux États-Unis, 200 kilos d'uranium ont été volés. En Angleterre et en Allemagne, les mêmes commandos du Mossad ont raflé des cargaisons d'uranium et de plutonium. Les gouvernements se sont tus ou ont fait taire. C'est ce que disent les 2 journalistes de Rolling Stone qui précisent « Tout ça, après tout, c'est un secret de polichinelle dans les milieux concernés, mais Londres déjà a démenti. » Rafi Eitan travaille également au profit de la lutte antiterroriste. En 1977, il est engagé par le Premier ministre Menahem Begin à éliminer tous les Palestiniens de Septembre Noir, l'organisation responsable du massacre de 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Tous les exécutants seront abattus méthodiquement les uns après les autres. L'assassinat de leur chef, Ali Hassan Salamé, surnommé le Prince Rouge, est organisé par Rafi Eitan lui-même. À Beyrouth, le 22 janvier 1979, une voiture piégée explose au moment précis du passage de Salamé, qui meurt déchiqueté. Mais parmi les centaines de missions de sa carrière, il arrive que Rafi Eitan commette des bourdes. L'affaire Pollard lui sera fatale. En 1985, notre espion réussit à recruter Jonathan Pollard, un employé d'un centre d'alerte antiterroriste de la marine américaine, à un poste qui lui donne accès à des documents top secrets. Par amour pour Israël, ce juif américain va pendant presque un an transmettre des informations de la plus haute importance à Rafi Eitan pour son plus grand bonheur. Mais le 21 novembre 1985, Pollard, qui se sait traqué par la police américaine, tente de trouver refuge à l'ambassade d'Israël à Washington. Alerté, Rafi Eitan, depuis Tel Aviv, donne l'ordre à l'ambassadeur de ne laisser entrer Pollard en aucun cas. « Jetez-le dehors », aurait déclaré l'ingrat. Jonathan Pollard est arrêté et sera reconnu coupable d'espionnage par la justice américaine et condamné à la perpétuité. Cette affaire va jeter un sérieux froid dans les relations américano-israéliennes. Alors que l'opinion israélienne fait pression en faveur de Pollard, en 1998, le Premier ministre Benjamin Netanyahou le reconnaît comme étant un espion d'Israël. Jonathan Pollard est considéré par de nombreux Israéliens comme un héros national. Tout d'abord, j'ai été un espion. On ne peut pas aimer 2 pays en même temps aussi fort comme on ne peut pas aimer 2 femmes de la même façon. L'une d'elles doit souffrir.
Arrêté en 85, cet analyste des services de renseignement de la marine américaine a pu fournir à Israël des informations vitales concernant sa sécurité. Il s'agissait des gaz de combat détenus par les Irakiens, des capacités nucléaires de Bagdad, des plans d'attaque terroristes, etc. En dépit des $50 000 reçus, il aurait agi uniquement par idéologie. Il a été condamné en 1987 à la prison à vie sans possibilité de libération sur parole. Dans sa prison, on ne compte plus les officiels israéliens qui lui ont rendu visite depuis maintenant 13 ans. Suite à cette affaire, Rafi Eitan endosse l'entière responsabilité de cet échec et donne sa démission. Il travaille alors dans le privé, lance même un improbable projet agricole à Cuba, mais il ne reste jamais très éloigné des services secrets. Et en 2006, à l'âge de 80 ans, Rafi Eitan s'engage pour la première fois de sa vie dans la politique, en créant un parti, le Parti des retraités, qui, à sa grande surprise, obtient 7 sièges aux élections. Mais l'aventure est éphémère. Ce qu'il préfère à la fin de sa vie, c'est la sculpture sur métal qu'il pratique chez lui, avec ses grosses mains puissantes, ses mains qui si souvent ont tué. Aux journalistes qui viennent jusqu'à la fin de sa vie l'interroger, il répond « Je suis une relique archéologique. J'appartiens à une génération qui a permis à cet État d'exister. Une génération où il y avait de la loyauté et la volonté de se sacrifier pour le bénéfice de tous. Grâce à cela, notre État existe. Mais ses valeurs ont disparu. » Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.